Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre santé en direct dédiée aux addictions chez les jeunes. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant chez Harmonie Mutuelle et je suis accompagné aujourd'hui pour ce webinaire de toute l'équipe Akayogi et de ma collègue Nathalie aussi. La santé de votre enfant, c'est l'un de nos 3 grands programmes de prévention qui est dédié aux parents d'enfants de la naissance à 17 ans. On a 2 autres programmes qui sont consacrés aux adhérents à partir de 50 ans, Demain s'invente aujourd'hui, et à la santé féminine, Prenons soin des femmes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat et c'est Dan qui se chargera d'y répondre ou de reformuler ces questions-là. Déborah, Suzy, c'est à vous. Je vous passe la parole. Merci Thierry. Bonjour à tous. Bonjour Suzy. Bonjour. Donc, je suis Déborah d'Akayogi, je suis maman de 3 enfants et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel atelier repérer, prévenir et surmonter les addictions, une préoccupation essentielle quand on est parent de jeunes ados. J'ai la chance pour ça d'être accompagnée de Suzy Longbunton. Bienvenue Suzy. Suzy, vous êtes spécialisée dans la prise en charge des addictions depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous allez pouvoir nous apporter beaucoup d'éclairage. Vous avez été directrice d'établissement de soins également pendant 20 ans. Et aujourd'hui, vous êtes formatrice et membre de l'équipe de l'association Aurore, une association qui est engagée pour accompagner les personnes en situation de précarité. Et j'imagine que les addictions sont aussi une préoccupation que vous voyez au quotidien. Et vous pratiquez également la thérapie familiale. Donc, vous accompagnez les parents, les enfants ensemble dans cette dynamique d'écosystème dont on parlera pour faire face à cette situation de dépendance. Alors, merci d'être là, Suzy. Ce webinaire va être articulé en trois grandes parties qu'on va essayer de balayer pendant cette petite heure. Dans un premier temps, évidemment, on va se poser cette question, comment reconnaître la dépendance quand il y en a. Et on verra d'ailleurs avec vous, Suzy, qu'on ne parle pas toujours de dépendance et que c'est important de distinguer la consommation régulière, qui ne nous plaît pas forcément quand on est parent, disons-le, mais ce n'est pas une situation de dépendance. Après, bien entendu, on verra, c'est un peu le nerf de la guerre, comment nous, en tant que parents, on peut accompagner nos enfants en situation de dépendance. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les premiers gestes? Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas froisser la relation qui est importante dans ces enjeux parfois un petit peu délicats. Et puis enfin, comme dit le vieux dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense que nous, parents, ce qu'on veut avant tout, c'est de pouvoir éviter cette situation très inconfortable. Donc, vous nous direz quelle posture à adopter auprès de nos ados pour prévenir de cette situation de dépendance. Alors, allons-y, commençons. Comment reconnaître la situation de dépendance chez nos ados? La première question que j'ai envie de vous poser, Suzy, c'est évidemment à quel moment on doit s'inquiéter, nous, en tant que parents, à quel moment on doit parler de dépendance? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une consommation régulière, très fréquente, qui peut nous alarmer, et une situation de dépendance? Tout à fait. Une très grande question. Effectivement, on peut commencer avec le fait qu'une consommation d'un produit, quand je parle de produit, je parle de drogue et d'alcool. On peut dire pour commencer qu'une consommation de produit n'est jamais anodin, que effectivement c'est l'individu aussi qui consomme et n'est pas la même face au produit. On n'est pas tous égaux. Donc, on peut démarrer par dire ça. Et après, on peut peut-être, pour donner un peu les bases, dire que une consommation qui commence d'être problématique et une consommation régulière, pour commencer, quelque chose qui se fait de manière soit quotidienne ou même hebdomadaire, où on commence à identifier qu'il y a des conséquences. À partir du moment qu'il y a des conséquences pour l'individu, que ce soit dans le domaine familial, social, relationnel, même financier, on peut dire qu'il y a un problème. Forcément, cette évolution dans la consommation est progressive. On passe assez rarement d'une consommation simple à quelque chose de très problématique très vite. Et indépendance, on va la qualifier comme une incapacité de s'abstenir. Donc, ça veut dire que malgré un désir d'arrêter, on n'arrive pas. Et à tout prix, il faut consommer tous les jours
pour sentir bien, ou même pour beaucoup de dépendants, même pas bien, mais juste capable de fonctionner. Oui. Et on a justement 2 slides qui reprennent ce que vous nous dites pour vraiment faire cette différence entre un usage finalement courant qui n'est pas nécessairement nocif. Et je me souviens dans nos échanges que vous aviez vraiment insisté sur ces 2 points. Et puis une autre slide sur les points qui caractérisent la dépendance. D'ailleurs, je voulais aussi vous demander quels sont, je pense qu'il y en a, quels sont les facteurs qui peuvent dire que là, on est dans une situation de dépendance? Moi, je trouve que cette slide est très parlant, Et en effet, il y a une slide avec un schéma assez représentatif, je vous en prie. assez important, parce qu'effectivement, ce que ce slide va nous montrer, c'est que la dépendance, en fait, peut arriver à n'importe qui, à monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui vont être plus susceptibles à la dépendance qu'un autre. Du coup, ce triangle nous montre bien que c'est vraiment une rencontre entre un individu à un moment donné de sa vie avec le produit. Donc, ça peut être que quelqu'un est en difficulté à un moment donné et que le produit vient soit apaiser, faciliter cette situation et qui lui permet de manière illusoire, d'aller mieux. Mais en fait, cette consommation qui est déjà plutôt régulière devient une nécessité, en fait, un vrai besoin. Et du coup, cette consommation de dépendance peut prendre de multiples formes. Hein. Il y a des gens qui sont dépendants en consommant peu de produits et d'autres qui peuvent consommer énormément. Donc, ce n'est pas toujours une question de quantité. Ouais. C'est plutôt le rapport au produit qu'on va regarder. C'est la manière qu'on consomme quelque chose qui nous intéresse. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un peut effectivement boire peut-être pas mal d'alcool sans que ça lui affecte. Mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce rapport à ce produit, pas nécessairement la quantité. Et c'est ce que vous disiez quand vous disiez on n'est pas tous égaux finalement. Je peux consommer peu de produits, d'alcool ou autre. On verra d'ailleurs qu'il n'y a pas que des addictions par rapport aux produits et devenir finalement aussi dans cette situation de dépendance. Tout à fait. On voit bien que quelqu'un qui a une corpulence importante peut effectivement consommer beaucoup plus d'alcool, par exemple, que quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est important de dire que ce n'est pas vraiment une question de quantité, c'est vraiment l'effet que le produit a sur l'individu, donc selon son physique, mais aussi selon sa psychologie. Si sa santé mentale. Là, je crois qu'on est vraiment dans le sujet. Et je voulais vous poser aussi cette question, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup de stéréotypes autour de ce sujet qui peut paraître un peu touchy, voire tabou, même pour nos parents, on y viendra. Est-ce que la dépendance touche tout le monde ou est-ce que ça touche essentiellement toujours un même milieu, peut-être plus défavorisé ou autre, ou vraiment, est-ce qu'on est tous égaux aussi par rapport à ça parce que ça touche tout le monde? On peut, si on regarde bien, on a tous vécu des moments difficiles. On peut dire aujourd'hui qu'il y a peut-être des personnes qui sont prédisposées à une consommation ou devenir dépendant, mais en tout cas, on peut tous traverser des moments difficiles, à un moment donné, rencontrer le produit et ça peut apparaître comme une solution à un moment donné. Et le produit, dans ce cas-là, pour certains, on va constater qu'il y a des conséquences à cette consommation et que c'est là la différence entre une consommation nocive et une dépendance. C'est que si on voit qu'il y a des conséquences, qu'on a des problèmes financiers ou même relationnels avec des amis qui estiment qu'en buvant, on n'est pas très agréable ou on devient agressif, et on prend en considération le retour des proches ou des gens qui nous entourent, et on arrête ou on ralentit. Et on essaye. Là, on essaie. Donc, on peut dire que toute personne qui devient dépendante passe par cette phase où la consommation a des conséquences nocives. Après, celui qui tombe dans la dépendance, c'est lui qui ne peut plus, malgré les conséquences, arrêter de consommer. D'accord.
Donc, il y a vraiment cette idée de temporalité, en Tout fait, à dans ce fait. que vous C'est un nous dites. processus. Et que oui, c'est un processus Ouais. et que on peut être dans une consommation très régulière sans tomber dans la dépendance. C'est peut-être le message qui peut rassurer certains parents parce que nous, c'est ce qu'on veut éviter et de se dire bon, ok, je consomme régulièrement, c'est pas pour autant que je fais l'amalgame, il est ou il va nécessairement tomber dans la dépendance. Tout à fait. Le plus qu'on consomme et le plus qu'on consomme de manière régulière et sur une durée de temps, le plus de chances on a à devenir dépendant, Bien sûr. forcément. Ok, merci pour cet éclairage. Alors, Suzy, c'est vrai que on parle de consommation chez nos enfants, plutôt chez nos ados. On sait que l'adolescence, c'est une période un petit peu compliquée où l'ado, il ne va pas forcément beaucoup parler. Malgré ça, il va nous envoyer des signaux. On sait qu'il nous envoie des signaux. Il y a quand même des points de vigilance auxquels il faut prêter attention en tant que nous, parents. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont peut-être les signaux ou les comportements qu'ont nos enfants qui nous mettent sur la voie d'une potentielle dépendance ou en tout cas que là, ils rencontrent un problème, qu'il y a une problématique de dépendance et puis peut-être qu'il va tout simplement mal parce que c'est ce que vous nous disiez, ça commence par, voilà, on essaye de se soulager et c'est une réponse à un besoin. Oui. Effectivement, c'est une période pour nos jeunes qui est difficile. L'adolescence est une période trouble pour toute jeune. Il y a des questions d'identité, de première relation amoureuse, de changement corporel, de relations aux autres, de faire partie d'un gang. C'est un groupe d'amis qui est très important. Et c'est, je pense, une période où on va voir les premiers mouvements vers l'extérieur de nos adolescents, qui est un mouvement tout à fait naturel. C'est que les jeunes ont aussi pour objectif de nous quitter un jour. Oui. Du coup, petit à petit, cette adolescence les permet, à travers des différentes expériences, à commencer d'aller vers l'extérieur, Oui, de trouver d'autres appuis. C'est à nous Et d'accepter. souvent, ils vont être désagréables avec nous, ils vont être à rejeter nos conseils, à nous repousser. Et ça en soi, pour moi, ce n'est pas inquiétant. C'est normal. C'est normal. Donc, ça c'est fait normal. partie de quelque chose qui est progressivement un moyen d'autonomiser. Par contre, quand on commence à avoir des signes plutôt d'évitement fort, de ne plus du tout avoir envie d'être en relation, ou d'isolement excessif, d'être beaucoup dans sa chambre, d'être peut-être évitant avec un regard, effectivement perdre la motivation, peut-être une certaine confusion, d'être incapable de structurer les choses. Un Et désengagement. Tout à fait. On peut parler de désengagement. Oui. Je dirais aussi d'être parfois un peu agressive parce que le produit a des effets positifs à un moment donné. Mais ça peut être aussi un signe par le fait qu'il y a un manque de consommation ou de produits un peu indécentes derrière la consommation qui rendent nos adolescents désagréables. Oui. Et pas du tout envie de s'engager et d'investir le contexte familial ou des événements familiaux. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment nous, c'est notre job à nous, de parents, de mettre le bon curseur, de dire l'adolescence, c'est une période où on sait qu'ils sont en pleine construction, donc ils vont rejeter pour se construire, et c'est sain, c'est ce que vous disiez, c'est un processus qui est finalement sain, de se dire, bon, je me détache de mes parents pour devenir moi en tant qu'individu à part entière, et là où on tombe vraiment sur quelque chose de plus excessif, où on est plus entre le désagréable et l'agressivité, et c'est peut-être ça l'élément, l'indicateur qui nous donne un point de vigilance et un isolement excessif. Il y a d'ailleurs aussi une slide qui reprend tout ce que vous nous avez dit, ces facteurs qui nous permettent, moi, à nos parents, de nous donner vraiment la puce à l'oreille et donc de parler de lassitude, de désengagement, de démotivation. Vous l'avez dit aussi, nos enfants, déjà petits, ils cherchent quand même à braver l'interdit. Et ils peuvent se cacher. L'adolescent peut se cacher et justement ne pas dire qu'il consomme. Une des postures à ne pas avoir, c'est de rentrer dans le flicage, même si naturellement, on a envie de garder ce contrôle, j'imagine, avec nos ados. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est déjà
premier signe, c'est que nos enfants ont une certaine personnalité, une manière d'être quand ils sont jeunes. Et qu'on peut imaginer pour certains qui sont déjà un peu sensibles, ou peut-être quand je parle de prédisposition, je dis qu'ils sont un peu rêveurs ou ils sont un peu, ils ont une personnalité assez marquée et la consommation de produits va accentuer souvent cet aspect de leur personnalité. Donc, s'ils ont tendance à s'isoler, ça peut alimenter ça. S'ils ont un peu tendance à être leur échappatoire, c'est de rêver. Et ça peut accentuer aussi et peut-être les amener un petit peu plus loin. Donc, c'est aussi, il faut une certaine vigilance. Oui. Et je pense c'est important de connaître nos enfants, d'échanger avec eux, de passer du temps avec eux, d'essayer de comprendre ce qui se passe pour eux. C'est sûr et certain, fliquer, envahir, être plutôt dans une mode intrusive, va juste les repousser. C'est quelque chose qui indique un manque de confiance, éventuellement une envie de contrôler ou d'avoir une certaine emprise. Un adolescent, naturellement, il va fuir tout ça. C'est pas ce qu'il veut, bien sûr. Après, c'est vrai, Suzy, on a parlé de consommation d'alcool, de tabac. Je pense que nous, en tant que parents, disons-le, on ne va pas s'inquiéter de la même façon si notre ado fume une cigarette, s'il fume du cannabis ou si il consomme plutôt des drogues. D'ailleurs, on voulait vous partager avec Suzy une slide qui donne des chiffres clés qui sont assez frappants en tant que parents quand on sait que près de 64% des enfants de moins de 14 ans ont déjà consommé de l'alcool, presque 25% ont consommé de la cigarette et maintenant il y a la e-cigarette qui commence à être de plus en plus important. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? Demain, mon enfant consomme une cigarette ou consomme une drogue beaucoup plus dure, je ne vais pas m'inquiéter et je ne vais pas avoir aussi des réactions similaires selon la nature du produit. Oui, exactement. On sait très bien que le tabac n'a pas le même impact sur l'enfant tout de suite. Forcément, ce n'est jamais bon de commencer à fumer. C'est assez insidieux, le tabac. C'est quelque chose, une dépendance va s'installer petit à petit et se défaire du tabac, c'est difficile. On connaît bien, on sait aujourd'hui que la dépendance au tabac est difficile à stopper. À stopper et à soigner. Je pense qu'il y a l'interdit qui attire les jeunes dans cette idée que si je fume quelque chose, je fais comme les autres. C'est une manière de franchir un peu ce pas, de faire contraire de ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu normal que nos ados vont vers ce produit dans un premier temps parce que c'est partout. Ouais. Et les puffs, les e-cigarettes sont disponibles un peu partout. Donc, c'est très facile d'aller vers cette tendance à faire le contraire de ce qu'il faut faire. Après, l'alcool a un effet plus, c'est pas un bon mot, peut-être dramatique, mais plus accentué sur l'individu. Ça modifie bien notre comportement. Ça peut être aussi un produit qui nous met en danger. On perd le fil de la pensée. On peut facilement faire, pas facilement, mais pour les jeunes, faire un blackout et pas du tout savoir ce qu'on est en train de faire. Donc, la consommation n'a pas le même impact ni les mêmes conséquences selon le produit. Bien sûr. Mais encore, le problème n'est pas dans le produit. Le problème est vraiment ce que nos ados veulent bien faire de ce produit. Est-ce qu'ils veulent le consommer de plus en plus? Pour quelles raisons? C'est ça qui nous intéresse plus que tout. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'ils vivent et de comprendre le besoin auquel répond cette consommation, que ce soit le tabac, l'alcool. On sait aussi, vous avez parlé du fort besoin d'appartenance quand on est ado et on est peut-être un peu plus influençable, au contraire, non pas par ses parents, mais par cet effet de groupe. Donc, essayez de comprendre autant que faire se peut et vous allez nous donner des tips pour pouvoir identifier vraiment ce qui vit à ce moment-là, émotionnellement, psychologiquement, et concrètement, quel est le besoin qui s'y cache derrière.
Alors, avant de passer à la suite, et je pense que c'est la partie que tout parent qui regarde ce webinaire attend, c'est comment on peut accompagner nos enfants. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie, sur la définition de la dépendance, sur tout ce que vient de nous dire de manière très riche, Suzy? Bonjour Déborah, bonjour Suzy. Il y a des questions, il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Il y en a une qui était sur la récurrence, en fait, question de Lisa qui demandait si hebdomadaire, c'était considéré comme de la dépendance. Et puis peut-être une deuxième question, celle-là on va la garder peut-être pour un peu plus tard quand on arrive sur les solutions. Mais il y avait un commentaire, plus qu'une question de Fabrizio qui nous dit « Lorsqu'un des parents fume, j'imagine que cela incite plus les enfants à devenir fumeurs ou dépendants de la cigarette ou autre. » Qui pose le problème de l'exemplarité dont vous nous parlerez aussi. Tout à fait. Donc, une consommation quotidienne, bah, si on prend de l'alcool par exemple, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à table et qui boivent du vin avec le repas tous les jours. Est-ce que pour autant, c'est un problème? Et même indépendance, on peut bien poser cette question. S'il ne peut pas s'en passer, on peut dire que c'est peut-être un peu problématique. Après, c'est vraiment une question de conséquences. Est-ce que cette consommation quotidienne de 2 verres de vin entraîne des conséquences? Oui, c'est vraiment cette idée. S'il n'y a pas de conséquences, finalement, on n'est pas dans une situation de dépendance. On est dans un usage simple, plutôt. Okay. Après, moi, on met ma fille à table avec moi, elle est toute petite et toute fine, et on lui donne 2 verres de vin, elle est totalement modifiée et elle va pas se sentir super bien. Elle a tendance aussi derrière à ne pas se sentir hyper bien non plus quand elle, le lendemain, même avec 2 ou 3 verres. Donc, on voit bien que pour certains, ce n'est pas un problème du tout. Pour elle, par exemple, c'est clairement problématique. Ce n'est pas quelque chose qui lui convient. Et ça, moi, ça me fait penser à quand on dépiste en fait l'alcoolémie, et en fait, on peut ne pas avoir atteint le taux, mais comme vous le dites, je sens que là, j'ai pas complètement toutes mes capacités, et pourtant, sur le papier, je pourrais rouler. Donc, ça nous montre à quel point on n'est vraiment pas égaux, et qu'il faut aussi savoir s'écouter, vraiment s'écouter soi-même. Et c'est peut-être important de rajouter qu'on parle aussi d'une consommation à risque, qu'on en est effectivement dans une consommation, peut-être un usage simple. Et par exemple, on va prendre la voiture. Ça, même si on n'a pas arrivé à un taux, on a quand même modifié notre faculté et d'attention et de concentration. Et du coup, là, on frôle quand même une consommation ou qu'on prend un traitement médicamenteux ou on est enceinte. Donc là, on voit que c'est une consommation à risque, parce qu'il y a une situation spécifique qui interfère ou qui mélange avec la consommation d'alcool, par exemple, et qui met un peu en danger l'individu. Donc, pour répondre à la question, finalement, c'est compliqué, sans connaître la singularité de chaque personne, de pouvoir dire, à partir de tel jour, à partir de telle durée de consommation hebdomadaire générale, de se dire qu'il y a une situation de dépendance. Il y a vraiment une individualité très forte. Oui, tout à fait. L'Office mondial de santé a tendance à une classification très claire. Eux, ils parlent par contre de quantité. Ils parlent pour une femme de 2 verres, au-delà de 2 verres de vin, on rentre dans une catégorie plutôt de consommation nocive. D'accord. Et pour un homme, 3 verres. Mais encore une fois, et sur le tabac, ça donne une idée. Le tabac, c'est très difficile, c'est encore plus difficile, je dirais. Parce qu'on peut avoir une dépendance. Après, la catégorie de dépendance, c'est aussi quelque chose qui varie. On peut avoir une addiction, une dépendance légère à quelque chose et après sévère. Et du coup, on a bien vu dans la dépendance, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Donc, le plus qu'on a de facteurs, le plus on est dans une sévérité de la dépendance. Bien sûr. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose que vous nous disiez comment on fait. Si
On a pas mal de questions, surtout en fait Alors, sur les écrans. Je vais essayer de synthétiser rapidement sur les écrans. Déjà, on avait une question pour savoir si c'était finalement une dépendance comme les autres, les écrans. Est-ce que ça a les mêmes conséquences néfastes que les autres addictions des adolescents? Et quels sont les signes et symptômes? Est-ce qu'ils sont également les mêmes pour les écrans que pour d'autres types d'addictions? C'est vrai qu'on allait en parler un peu plus tardivement, mais c'est un vrai sujet alors, Suzy. Oui, tout à fait. Je comprends. Aujourd'hui, effectivement, garder les écrans à distance, c'est presque quasi impossible. Donc, on sait que les écrans peuvent poser problème, comme ils peuvent être un outil intéressant. On sait pour les toutes jeunes qu'avant 3 à 6 ans, c'est recommandé que les jeunes enfants ne touchent pas à des écrans, ne soient pas mis devant les écrans. On sait qu'on regarde dans une pièce de vie, dans une famille, on va avoir 5 ou 6 écrans, donc c'est très difficile de garder les écrans à distance. Mais on voit déjà chez les très jeunes des indications d'indépendance, quand un enfant râle parce qu'il ne peut pas avoir accès à un écran, quand il est incapable de se concentrer sur quelque chose, quand l'attention devient problématique, on voit que ça, c'est les effets des écrans. L'agressivité aussi dont vous parliez, ça peut être aussi un facteur sûr ou pas? En fait, les écrans, à différents moments de le parcours de l'enfant, vont intervenir différemment. Ils ont une fonction différente à différents moments. Mais pour répondre à la question de Dan, est-ce que c'est les mêmes symptômes ou est-ce qu'on va avoir les mêmes manifestations de dépendance? Je dirais que oui. Oui, il y a un manque. Quand je n'ai pas accès à mon écran, je suis en manque. Un sentiment de perdition. Une envie de retourner tout de suite, être rassuré ou d'une certaine manière conforté par l'écran. Une tendance à l'isolement, une tendance à être monofocus, à couper des relations sociales, à être effectivement 13-14 ans, qu'un parent veut mettre une limite sur l'usage d'un téléphone. Moi, j'ai bien vu avec ma fille, lui demander de mettre le téléphone sur la table à 20h le soir pour qu'elle puisse faire ses devoirs. C'était la crise. Donc, à un moment donné, la question de combien de temps on laisse les écrans aux enfants, ça va nous échapper. Forcément, parce que l'écran est le moyen de communication, une manière de faire des devoirs. C'est là qu'on va trouver un échappatoire, on va trouver des réponses. Donc, encore une fois, oui, les symptômes sont similaires. Et les difficultés qui viennent avec cette consommation excessive, oui, ils sont très similaires. Et aujourd'hui, c'est effectivement difficile de trouver de l'aide pour les écrans. Pour le moment, il n'y a pas énormément de services qui aident avec cette problématique. Et c'est la situation de dépendance auquel, finalement, parents, comme vous l'avez dit, ça commence très jeune, pas uniquement les parents d'ados, mais les parents de jeunes enfants, on est confrontés. Donc, Dan, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je propose qu'on arrive sur cette partie où vous allez essayer de nous donner les clés. Comment on peut accompagner notre enfant dans une situation de dépendance et concrètement, déjà quelle posture? Parce qu'avant même les gestes concrets que vous allez nous donner, quelle posture? Est-ce qu'on doit être dans une posture très autoritaire, de flicage? Vous avez dit que non, évidemment. Mais quelle posture on doit avoir? Et comment on peut essayer de mettre des limites de manière à la fois ferme et aussi bienveillante pour ne pas tomber dans un rejet de la part de notre enfant? Oui, je pense que ce qui est important, c'est surtout et avant tout de garder le lien avec notre enfant. Donc, tout comportement qui va lui repousser ou faire qu'il nous évite, qu'il ne veut plus du tout confier quoi que ce soit à nos parents, forcément rend les choses difficiles.
mais garder les liens avec un enfant ou un adolescent qui a envie d'être ailleurs qu'avec nous, c'est pas toujours simple. Ce que j'allais vous dire, c'est pas évident. Moi, je dirais qu'effectivement, garder la parole ouverte, ne pas du tout être dans le jugement, être un soutien et peut-être un conseil si nos enfants sollicitent notre aide S'ils en ou veulent. nos avis, mais de les imposer sans cesse notre manière de voir les choses n'est pas un aide. Dans tout le travail que j'ai fait familial avec mes patients, je vois bien que souvent cette attitude revient comme problématique pour les jeunes. C'est d'avoir l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, que leur opinion ne vaut rien et que à tout prix, les parents veulent les imposer une manière de faire. Leur point de vue. Le point de vue et même une manière de faire. La solution. Que ce soit, tout à fait, que ce soit pour les études, que ce soit pour les sorties. Moi, je suis... c'est très clair pour moi, ça ne veut pas dire qu'on lâche le cadre et les règles à la maison. Je pense qu'une première chose qui est très importante, c'est de ne pas accepter une consommation de quoi que ce soit à la maison. Ça, c'est déjà quelque chose que pour certains parents n'a pas de sens. Certains parents vont penser que laisser son adolescent à la maison fumer du cannabis est mieux en fait qu'il fume du cannabis avec des amis dans une fête parce que à je 2 le heures vois le matin, parce que je le vois, je j'ai maîtrise. Un peu de contrôle, oui, j'ai une maîtrise. Mais là, ce message de permissible un peu, oui, de permission, n'est pas un bon message, je pense. Donc les limites, non, c'est pas possible ici de consommer. Oui, il y a des limites pour les allers-retours à la maison. Le cadre de vie est pour moi important à tenir. Avoir des repères, même si on ne les aime pas totalement, est très important. Et ils en ont besoin. C'est aussi nous, notre job de parents, de poser ce cadre, même si c'est évidemment très difficile de le tenir parce qu'il va être tout le temps challengé. Mais la question aussi qui me vient, et je pense qu'on se pose, nous, en tant que parents, c'est que dans cette situation, on peut se sentir très démuni. Et on peut aussi se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il y a quand même, là où il y a le plus d'enjeux, c'est évidemment avec nos enfants. Donc, il y a ce poids de la culpabilité qui est énorme et qui ne va pas nous aider à avancer. Alors, comment on arrive à gérer à la fois, je ne dois pas juger mon enfant, évidemment, mais je ne dois pas non plus me juger moi-même parce que ça ne fait pas avancer, entre guillemets, la situation. Tout à fait. Je pense que c'est difficile pour les parents de voir, comme vous avez dit, voir un enfant qui va mal, de lui savoir déjà un peu peut-être de son enfance sensible ou un peu fragile ou en difficulté avec les autres, de voir que, par exemple, le cannabis joue un rôle que dans un premier temps est plutôt positif parce qu'il fait comme les autres. Peut-être on voit la fonction que ça peut avoir. Bien sûr. Et on commence de s'inquiéter parce qu'on voit aussi des comportements qui viennent derrière, d'isolement, de difficultés ou même juste, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui vont fumer pour dormir. C'est une habitude. Et cette habitude peut devenir quelque chose de très problématique. Mais c'est déjà une raison de s'inquiéter. Je pense, déjà rester ouvert et alerte et ne pas minimiser ce qui se passe pour son enfant, c'est aussi quelque chose d'important. La culpabilité peut nous amener à dire finalement c'est ma faute et que ça c'est assez pénible et difficile de supporter. Du coup, oui, on a un part de responsabilité, on a un rôle à jouer et surtout, je dirais, de ne pas minimiser ce qui se passe. C'est de chercher de l'aide et de tenter, et à la fois de faire ce constat et de réfléchir à des moyens de chercher un peu d'aide à l'extérieur de la famille. Parce qu'on ne peut pas, c'est important d'être un soutien, c'est important d'être présent, mais on n'a pas toutes les réponses par an. Et je me rappelle, vous me l'aviez dit quand on a échangé, que finalement, c'est aussi notre rôle de se dire « je ne suis plus la bonne personne pour t'accompagner, moi, enfant, et pour
t'aider au mieux, c'est d'accepter déjà la situation, comme vous l'avez dit, sans la minimiser, finalement, sans transformer la réalité, Ouais. et aussi de pouvoir se faire le relais vers un professionnel, très clairement. Ouais. Ouais, ouais. Et vous aviez dit aussi quelque chose, moi, qui m'a marqué en tant que maman. Alors, j'ai des jeunes enfants, mais 9 ans avec les écrans, c'est déjà quand même un vrai sujet, qu'il est important aussi de pouvoir leur apprendre la régulation émotionnelle, ou au moins de s'autoriser à dire ce qu'on ressent, nous, parents, pour qu'ils puissent aussi le faire, puisqu'il y a un mimétisme qui va se faire avec nos enfants. Il y a quand même ce levier émotionnel qui a un vrai lien, qui est connexe avec cette consommation de drogue ou d'autres produits, ou même d'écran. Tout à fait. Je pense que dans les difficultés relationnelles, si on estime que la problématique de la dépendance s'enracine dans une difficulté relationnelle, un manque, et que ça vient colmater quelque chose qu'on a du mal à faire ou à vivre ou à ressentir, que forcément, c'est là la solution. C'est là qu'on va chercher une solution. Donc, que nos enfants apprennent à bien vivre dans le monde, ça commence par les relations à la maison. Ça commence par être capable de s'exprimer et ne pas se sentir bridé, brimé, dévalorisé, critiqué. Ça commence également avec des modèles. Donc, comme quelqu'un a posé comme question, si les parents fument, forcément, ça montre bien que fumer, c'est possible. Oui, après, ce n'est pas parce qu'on fume les cigarettes que nos enfants vont devenir fumeurs. C'est important de le dire, je pense aussi ça. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est un message fort. C'est que nos enfants vont vous renvoyer ça. En tout cas, que vous n'avez rien à dire. Finalement, si vous fumez aussi. Mais oui, l'expression des émotions au sein de la famille, pour moi, c'est une des clés, une des solutions. On a tous une part dans les difficultés à la maison. L'adolescence est une période difficile, mais ça cristallise une dynamique familiale qui peut devenir complexe. Et le plus qu'il y a un membre qui souffre dans une dynamique familiale, plus que les autres vont réagir à ça. Cette dynamique se cristallise autour d'une personne. Mais en fait, c'est un écosystème. C'est un écosystème et ce n'est pas la faute d'une seule personne. Donc, regardez un peu ça par comment je suis moi, mère. Est-ce que j'ai des compétences émotionnelles? Est-ce que je suis capable, moi, de parler de ce qui est difficile pour moi? Forcément, on ne tombe pas dans quelque chose d'excessif, mais est-ce que moi, je peux montrer le chemin à mes enfants? Est-ce que je me permets, moi, de pleurer, de dire que je suis triste, sans culpabiliser les enfants. Oui, et que moi aussi, j'ai une fragilité en tant qu'adulte, que j'ai des moments de vie, parce que l'adolescence, c'est un moment de vie, et vous nous l'avez rappelé, un peu compliqué, que moi aussi, je peux avoir des moments de vie où je suis fragile et qu'on n'est pas la superwoman, ou enfin le super papa ou la super maman, mais de leur montrer aussi cette possibilité. Suzy, on a bien sûr insisté sur cette posture, et je pense que c'est important, d'accueil, de non-jugement, aussi d'exemplarité, en tout cas sur les émotions, parce que c'est très franc, enfin, c'est tabou. En France, on a peur un peu de dire, on ne se dit pas forcément qu'on s'aime. Je pense que aujourd'hui, moi, j'ai remarqué qu'avec mes parents, on ne se disait pas forcément ça, et avec mes enfants, on se le dit beaucoup plus. Il y a une pudeur qui est quand même culturelle. Mais si vous devez nous donner peut-être les 3 gestes à avoir, et il y a aussi une slide pour se dire, OK, concrètement, j'ai identifié une situation de dépendance vis-à-vis de mon enfant. Quels sont les gestes concrets que je peux faire au-delà de la posture? Déjà, demander de l'aide à l'extérieur. Il y a des services spécialisés pour les jeunes consommateurs, des CGC, qui sont attachés à des centres de soins dans chaque département, dans chaque région. Donc, faites cette démarche pour aller vers des professionnels qui peuvent aider. Peut-être entamer moi-même un travail de réflexion sur ce que je vis, demander de l'aide moi aussi en tant que parent pour accompagner cette situation, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être très souffrant, très difficile, et que
les gestes que je vais mettre en place sont parfois celui d'aider à tout prix à le plus possible soulager mon enfant, mais en fait, il y a des moments où il faut aussi que des jeunes prennent une responsabilité dans cette dynamique. Donc, parfois, j'ai besoin, moi, parent, de questionner comment je suis dans la relation avec mon enfant. Je pense continuer de montrer le chemin pas d'un amour inconditionnel, mais qu'on est là pour soutenir, qu'il y a des limites, il y a des choses qui ne sont pas possibles à la maison, Pas acceptable. et que, effectivement, mais qu'on est là pour soutenir, ne pas briser le lien. Oui, ça va être C'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment de conserver ce lien en acceptant de faire rentrer, entre guillemets, dans l'écosystème familial un tiers ou un médiateur, un professionnel pour nous aider à surmonter cette période difficile. Et peut-être aussi, c'est possible de mettre en place une thérapie familiale. Hein. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, pour certaines familles, qui est une indication intéressante, c'est qu'effectivement, une thérapie familiale va permettre à des uns et des autres de parler à leur place, pas de nécessairement focaliser sur le jeune comme le problème de la famille, mais ensemble d'essayer de libérer la faire parole. un peu le tour de ce qui se passe au sein de la famille, ce qui est difficile, mais aussi ça déstigmatise l'enfant. Ça lui permet aussi de voir qu'il fait partie d'un système, souvent avec une ou deux générations de difficultés, et qui puisse être parlé dans un contexte avec un tiers où, effectivement, entendre la parole de ses parents dans ce contexte, ce n'est pas la même chose qu'à la maison, bien sûr, ou dans des disputes, ou dans des conflits. Et que ce travail va dénouer ce qui est souvent très cristallisé autour de l'indépendance, et on peut donner un vue plus large sur ce qui se passe. Et moins jugeante. Ouais. Et vous avez du coup répondu à la question que je voulais vous poser et que vous aussi, peut-être en nous regardant, vous posez, c'est il y a parfois des situations où le lien il est rompu. Et du coup, j'ai envie d'aider évidemment mon enfant et c'est ma responsabilité. Donc, comment faire? Très clairement, faire appel à un professionnel, ils sont là pour ça, et envisager une thérapie familiale pour déjà la première étape, réinstaller du lien. C'est vraiment le fil rouge des solutions, des gestes, de la posture à adopter en tant que parent. Et peut-être c'est aussi un message très important pour les jeunes, c'est de dire en tant que parent aussi, je suis d'accord pour entamer un travail familial, thérapie familiale, c'est que je suis d'accord parent aussi pour me remettre en question. Et devant un jeune, je pense que ça c'est très important. Dire que j'ai un pas dans cette histoire est important pour un jeune. Bien sûr. Je crois qu'on a des questions. On arrive à la fin justement de cette deuxième partie. S'il y a des questions avant de parler de prévention. Moi, je voulais réagir en fait et vous poser une question sur l'influence potentiellement positive de faire appel à des personnes de son âge qui auraient déjà peut-être un tout petit peu creusé la question. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les amis ou sur des personnes de la même tranche d'âge qui auront peut-être plus d'influence que le discours d'un parent ou d'un éducateur? C'est une très bonne question. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. C'est Dan qui a posé cette question. Les pères, d'ailleurs, c'est ce qui se travaille dans les lycées ou dans les écoles, c'est cette idée qu'effectivement, quelqu'un qui est plutôt un père, quelqu'un qui est passé par là et qui a une expérience importante à partager, va être beaucoup plus efficace que ce qu'un parent peut dire. Donc oui, je pense que trouver des jeunes qui sont un peu cheminés, réfléchis, même modifier leur consommation et trouver un mieux-être est une très bonne idée. Hein. Si c'est possible de participer à des groupes avec d'autres jeunes, des groupes de parole, ou de prendre contact avec des amis ou des gens qu'on sait en cheminés, oui. C'est quelque chose de très pertinent à imaginer.
cette approche vraiment expérientielle qui va faire que Avec la ce personne savoir est plus expérientiel légitime pour… est quand même très, très fort dans ce contexte. Parce que beaucoup d'adolescents ont du mal à imaginer qu'ils vont finir par être dépendants. Ils sont Oui. beaucoup dans « oh non, c'est pas grave, Dans je le déni, teste, j'expérimente ». Mais en fait, toute personne dépendante, on passe par là. Donc, en Ouais. parler avec des gens qui touchent un problème de dépendance jeune et constatent que finalement, ce n'est pas anodin, tout ça, est beaucoup plus parlant Oui. qu'un professionnel qui, pour un jeune, peut être vécu comme plutôt moraliste. Un peu descendant. Ouais, Il y a tout à cette fait. dès que c'est l'adulte, il y a quand même Jugeant, une posture un peu descendante qui peut être Ouais. vécue par l'ado. Si c'est un jeune, on va tout de suite être dans une égalité de relation, en tout cas une relation très horizontale, qui fait que le message sera peut-être plus efficace Et dans et les mieux perçu. programmes de prévention au sein des écoles, c'est bien ce qui est prévu qui sont pas mal avancés, c'est de former des jeunes sensibles à ce sujet, même s'ils n'ont pas énormément d'expérience, mais les former comme référents, comme Ils l'ont quelqu'un vécu. qui est à la fois un vécu, mais aussi des connaissances autour Oui. des produits, des effets des produits, et la parole d'un jeune qui parle de ce qui peut se passer si on prend des mushrooms, des champignons hallucinogènes, par exemple, est une parole beaucoup plus pertinente que peut-être celle d'un adulte. Bien sûr. Vous avez commencé de parler de prévention. Je vois que le temps tourne et le sujet est tellement intéressant qu'on pourrait, je pense, en parler toute l'après-midi. Suzy, je pense que ce qu'on veut, nous, en tant que parents, c'est éviter de vivre cette situation. On ne va pas non plus se leurrer, évidemment. Mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit le dicton. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? Parce que là aussi, c'est important de faire ce travail dès, j'imagine, le plus jeune âge. Du coup, j'ai plusieurs questions à vous poser. La première, c'est évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et puis, c'est comment on peut parler des addictions? On a parlé des émotions qui sont un peu je dirais pas un tabou parce qu'on avance beaucoup, heureusement, en France sur ce sujet, mais il y a quand même une pudeur qui a moins dans la culture anglo-saxonne. On sait que ça peut être un tabou, ça peut être malaisant, nous, parents, de parler d'addiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut en parler? Et à partir de quel âge? Je vous ai posé pas mal de questions, mais je pense que c'est ce qu'on se pose, nous, en tant que parents, très fréquemment. Je pense que ce qui est intéressant à réfléchir en tant que parent, c'est de dire qu'à partir du moment qu'on commence avec nos enfants tôt, de discuter de tout, ça permet petit à petit qu'il y a moins de tabous sur certains sujets. Si on est capable de parler sexualité, parler de leur corps avec eux, de lire des livres sur différentes thématiques qui les concernent à leur âge, Oui. Forcément, cette pudeur est un peu moins présente. En tout cas, encore une fois, on a des enfants qui sont très timides, même pudiques, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas nous-mêmes parents qu'on n'a pas un enfant pudique. Oui, Donc, bien sûr. il faut aussi respecter qui ils sont et leur capacité d'échanger. Mais en tout cas, de notre côté, je pense que c'est important déjà que la parole soit ouverte sur différents sujets. Je pense que l'école nous aide dans le sens qu'il y a pas mal de prévention faite à l'école et de reprendre avec eux ces séances, échanger avec eux, de les faire savoir qu'on n'est pas fermé du tout. C'est surtout être dans une totale interdiction de tout va fermer la porte sur toute discussion. Donc, ça les amène quand même à avoir une position un peu ouverte, surtout. Et peut-être parler aussi de plaisir, parce que les premières expériences avec le produit ou avec des amis ou l'alcool dans les fêtes, c'est une question de plaisir. Oui. Tout le monde le fait, c'est passer un bon moment, c'est rigoler ensemble. Et du coup, c'est pas juste quelque chose de mauvais tout de suite. Oui, et c'est ce qu'ils voient aussi, nos enfants. Ils nous voient parfois, on est en dîner entre amis, en train de trinquer avec nos amis, en famille. Donc, c'est aussi quelque chose qu'ils voient, le côté plaisir convivial. Oui. Donc, je pense que les aider à commencer de conscientiser ce qui peut être négatif. Une fois qu'on accepte une discussion autour de oui, à 14 ans, dans une fête, même si
ils n'ont que 14 ans, mais on a bien vu dans les chiffres, si l'alcool est présent dans les fêtes et les parents ne sont pas là, ou peut-être ils sont là, mais ils ont quand même permis un peu d'alcool, c'est oui, ok, on termine la discussion, à la fois on accepte que ça va être présent, en quelque sorte on valide que c'est comme ça, mais discuter aussi de ce qui peut être des conséquences négatives ou même des dangers associés. Et on pose les limites aussi. Donc, vous parliez, oui, je fais un pas vers toi parce que je ne suis pas dans cette posture très autoritariste, entre guillemets. Enfin, c'est ça, très autoritariste, mais je pose les limites. Et est-ce qu'il y a quand même un âge où, voilà, à partir de cet âge-là, c'est important que toi, parent, tu en parles à ton enfant parce que sinon, il va aller chercher l'information ailleurs et ça ne sera pas forcément une information dont la véracité des faits est avérée. Moi, je pense que l'enfant va chercher les informations ailleurs, c'est normal. Et que j'ai plutôt tendance à dire que ce n'est pas à s'inquiéter du fait que ce n'est pas nous qui amènent les informations. Si on arrive à discuter et être entendu de nos enfants sur différents sujets, très bien. Ouais. Mais qui cherchent ailleurs, sur Internet d'ailleurs, les informations sur les produits, les effets des produits, c'est surtout être capable d'échanger avec eux par la suite sur ces sujets qui, je pense, est important. D'accord. Et on a parlé des écrans et j'aimerais qu'on revienne quand même sur les écrans parce que les écrans, est-ce qu'on peut les mettre finalement au même niveau que les drogues, le tabac, l'alcool? Vous nous avez dit que les indicateurs, en tout cas, étaient très similaires. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire aussi, c'est comme les réseaux sociaux, on ne peut pas que les condamner, il y a évidemment aussi beaucoup de vertus. Est-ce qu'on ne peut pas en faire justement un outil d'information, en jouer aussi sur la vertu de l'objet pour montrer et incarner en fait auprès de l'enfant que oui, l'écran, ça a du bon aussi. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Ce qui est peut-être plus compliqué de dire oui, fumer du cannabis ou une drogue dure a du bon. Je vais adapter. Oui, je pense que c'est très important de parler, échanger avec eux autour de ce qui peut être des aspects positifs et ce qui peut être des dangers. Donc, c'est encore la même chose, c'est qu'il y a un certain plaisir à utiliser les écrans. Et forcément, c'est peut-être... Mais il y a quand même cette même réflexion à avoir. C'est que, encore une fois, on n'est pas tous égaux devant les écrans. Ouais. Donc, si on a une certaine, je peux le dire, fragilité ou tendance à l'isolement, forcément, l'écran va nous peut-être venir compléter quelque chose, nous donner cette fausse illusion qu'on partage avec d'autres une vie sociale et du coup, cet individu qui a tendance à des difficultés dans la relation à l'autre va plonger dans l'écran comme une vraie solution, avec un peu cette illusion qu'il vit des choses très excitantes et intéressantes. Donc, ce n'est pas autant l'écran encore qui est problématique, c'est l'usage qu'on fait de cet écran. Donc, nous parents, déjà, il faut se questionner notre rapport aux écrans. Si on est en train de répondre à nos enfants en même temps qu'on regarde l'écran et qu'ils nous posent une question et on ne les donne pas l'attention. Oui, l'écran fait écran à la communication, à la relation, ça c'est certain. Et déjà, qu'on questionne notre rapport à l'écran. Deux, effectivement, être conscient et mettre des limites autour de le temps d'écran, à quel moment, pour quelle utilité, mettre des mots sur tout ça, encourager d'autres activités au-delà de la maison qui fait qu'il n'y ait pas l'ennui est quelque chose de très difficile pour nos jeunes aujourd'hui. Et on a besoin de les aider aussi à supporter l'ennui, vivre l'ennui. Et les écrans viennent colmater totalement cette capacité de s'ennuyer. Donc, les aider et à la fois à s'ennuyer et les aider aussi à trouver des activités sportives, culturelles au-delà de la maison pour que le temps soit aussi pris dans des activités qui ont à la fois un but d'apprentissage, mais aussi un but de socialisation. Oui, bien sûr. Et puis de retrouver du plaisir. Vous
parliez de plaisir, donc qu'ils puissent retrouver du plaisir dans d'autres activités. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose pour les gens que je soigne dans un problème de dépendance très important pendant des années, c'est que le produit était la seule source de plaisir. Et même après un certain temps, c'est plus un plaisir, c'est un besoin. Oui, bien sûr. Mais trouver du plaisir dans les choses anodines, simples, la nature, le grand air, la mer, les relations simples avec les autres est très difficile. C'est un apprentissage. Et du coup, donc, si on dit que pour se rétablir d'un problème de dépendance, il faut investir des choses simples, et que c'est un apprentissage pour les personnes qui sortent d'une dépendance active, c'est la même chose pour nos jeunes. C'est Oui, les bien aider sûr. à apprivoiser ces endroits et pas aller où c'est tout de suite une source de plaisir. C'est un raccourci tout de suite. Et c'est bien la sujet. dépendance. Tout de suite. Est-ce qu'on a des questions? On arrive avant de conclure à la fin de ce webinaire. En tout cas, merci pour tous ces éclairages vraiment très riches, Suzy. Dan, est-ce qu'on a des questions? Je vous propose peut-être de continuer parce qu'on a aussi des livres dont on souhaitait parler, pas mal de ressources. Bien sûr. En tout cas, vous nous avez dit beaucoup de choses et ce qu'on peut retenir, Suzy, c'est évidemment l'importance du lien, de maintenir le lien, surtout dans ces situations où on sent que nos enfants nous échappent. L'adolescence, c'est normal, mais point de vigilance si on a un isolement trop excessif, une lassitude, un désengagement. La deuxième chose, c'est l'exemplarité. Montrons-leur le bon chemin aussi, évidemment, dans le sujet des écrans qui est très actuel par rapport aux limites qu'on va nous se donner et de dire « je suis comme toi, j'aime aller auprès des écrans » et de pouvoir le verbaliser. Et puis, le troisième point, c'est de pouvoir oser se faire aider. Il n'y a pas de honte. Vous l'aviez dit, il n'y a pas de honte et il y a des gens, il y a des professionnels qui sont là pour nous accompagner. Il y a une bibliographie que vous vouliez nous partager, 3 œuvres que vous aviez sélectionnées parce qu'il y a évidemment beaucoup de littérature sur le sujet, mais qui peuvent être assez faciles, assez guidants pour les parents. Je vous laisse peut-être les commenter, en dire quelques mots. Effectivement, il y a beaucoup d'œuvres aujourd'hui disponibles. Il y a des podcasts. C'est tant mieux. Il y a même sur Instagram des personnes très intéressantes, des médecins qui ont investi des questions de prévention. Vous pouvez chercher des gens très intéressants. J'ai mis 3 livres que je trouve intéressants parce qu'il y a une des livres Drogue et adolescence qui parle vraiment de cette rapport entre le produit et l'adolescent et en quoi c'est intéressant pour lui, intéressant ou attrayant pour lui de consommer. J'ai mis aussi un livre qui est plutôt orienté sur, notamment sur cette question de codépendance, des personnes qui sont proches des personnes dépendantes et qui sont dans ce dilemme eux-mêmes d'une forme de dépendance, mais c'est une dépendance avec l'autre. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à nous tous, encore une fois, qu'on soit entraîné dans ce dilemme avec un proche et qu'on ne sait pas ni résister et une forme de obsession et compulsion avec nos proches qui se manifestent. Donc ça, c'est un livre très intéressant sur la dépendance et la codépendance à lire. Et le docteur Laurent Carilla est quelqu'un de très intéressant qui fait beaucoup de choses. Oui, on le voit beaucoup. Et qui fait des podcasts, qui est un peu rock'n'roll, qui permet en fait d'accéder à ce sujet d'une manière un peu plus facile. Un peu plus fun, je pense, pour des ados. Oui, pour des ados et aussi pour les parents. Bien c'est sûr. quand même assez accessible. Parce qu'effectivement, vous avez dit plusieurs fois que c'est un sujet difficile. La dépendance, il y a beaucoup de stigmates autour de cette problématique et beaucoup de honte. Ouais. Et il y a beaucoup de parents qui vont souffrir aussi avec ce sentiment qu'ils sont à la fois seuls, mais aussi qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils vont avoir très honte. Et souvent, jusque-là, beaucoup de proches se trouvent dans des situations avec des professionnels où ils sont un peu pointés de doigt. Ce n'est pas du tout la tendance aujourd'hui, mais pour certains,
ils ne trouvent pas non plus une écoute, Ouais. une ouverture avec leur propre souffrance. Et que du coup, ça développe effectivement cette envie de se renfermer, s'isoler. Toute la famille se coupe un peu avec l'extérieur. C'est un effet ricochet, en fait. Tout à fait. En fait, ça devient une maladie familiale. Ouais. Hein. Ce n'est pas juste l'individu qui est malade, mais c'est tout le système qui va être mis à mal. Qui va mal. Et du coup, toute la famille a besoin aussi de se soigner, de prendre le temps pour eux. Et effectivement, j'insiste, mais ce n'est pas honteux de souffrir d'un problème de dépendance. Ça fait partie de des maux de notre siècle et j'encourage tout le monde de demander autant que possible, demander de l'aide. Je pense que c'est un joli message de conclusion, très déculpabilisant de se dire ça peut arriver à tout le monde et il y a beaucoup de moyens, vous nous l'avez dit, pour le lever ensemble, en tout cas, en famille. Merci beaucoup, Suzy, vraiment pour tous ces gestes, ces tips et ces éclairages, encore une fois, très riches. Est-ce qu'on a quelques questions peut-être avant de se quitter Alors, peut-être une dernière question. On était sur la bibliographie. Un livre ou plusieurs livres ou des ressources, peut-être pas qui passent sous forme de livres, mais qui s'adressent directement aux enfants. Est-ce que vous en avez en mémoire? Je fais une petite recherche sur Internet en parallèle, mais si vous avez des choses à conseiller à faire lire aux enfants. Je ne suis pas sûre en termes de livres, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles sur Internet qui traitent la question de prévention de la dépendance ou de prévention des consommations, en tout cas. Que ces jeux, je sais, sont très pertinents et c'est très ludique. Je pense que c'est pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui est difficile de mettre des mots. Et le jeu, quelque chose de plus convivial, où on n'est pas confronté. Le jeu va être intéressant jusqu'à 11-12 ans. Après, effectivement, il y a, moi je dirais, c'est plutôt sur Instagram ou... trouver les bonnes personnes. Oui, trouver des bonnes personnes des influenceurs. Il y a des très bons influenceurs et médecins qui communiquent sur les réseaux sociaux sur les questions de la dépendance et des dangers associés, que ce soit le tabac ou d'autres produits. Mais pour les plus jeunes, oui, il y a des jeux qui existent. Après, je n'ai pas les titres en tête, mais on peut les trouver. Je vois qu'on a un petit peu débordé. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire. Est-ce que Dan, il y a une autre question qui semble essentielle à partager ou on se quittera sur cette conclusion très encourageante de se dire qu'il n'y a pas de honte et ne restons pas isolés, aussi bien les enfants que nous, parents, pour là encore montrer l'exemplarité. Merci beaucoup pour vos interventions. On va repasser la parole à Thierry pour conclure. Et oui, parce qu'à un moment, il faut conclure. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je voulais vous remercier, mesdames, pour cette animation. Dan aussi pour la partie questions-réponses. Ce que je note, c'est que le tableau n'est pas forcément super joli, mais qu'il y a plein d'espoir. Et que le combat n'est jamais perdu et qu'il faut se battre. Donc, merci à vous. On va arrêter l'événement bientôt. On vous donne rendez-vous. Alors, c'est bizarre parce que c'est la semaine prochaine, mardi prochain, pour parler des vacances, puisque l'été arrive à grands pas. Et donc, comment est-ce qu'on peut bien préparer les vacances avec nos enfants? C'est la prévention solaire, c'est tout ce qu'on peut préparer parce qu'à ce moment-là de vacances, les enfants sont en vacances et nous pas forcément. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, on vous incite à vous inscrire pour venir y participer. Et puis, vous avez dans les apps, on en a parlé, la possibilité de télécharger aussi quelques contenus. Recevoir, quand on va terminer l'événement, directement le replay que vous pourrez partager, re-regarder et peut-être partager aussi auprès de vous avec un questionnaire de satisfaction. On vous dit donc à la semaine prochaine. D'ici là, tenez-vous bien et puis appliquez justement tout ce qui a été vu. Soyez vigilants, faites attention à vous. Je vous remercie. À bientôt.